Hello, hello, transformation. Bienvenue sur cet épisode de podcast avec Aline de The Bee Boost que je suis depuis quelques temps. Je te suis depuis quelques temps. J'aime beaucoup ce que tu fais et en fait, on va faire un podcast en deux parties. Donc, comme je t'avais dit, la partie business transformation et puis on va faire la partie voyage alchimique. Mais juste avant de commencer et de te poser des questions, de te soumettre à un interrogatoire magique, je vais juste te demander de te présenter rapidement, de dire un peu ce que tu fais et d'expliquer ça en quelques phrases pour que les gens se resituent, pour ceux qui ne te connaissent pas encore en tout cas. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Je suis trop contente et hyper intriguée par tes deux parties. Je trouve ça magique. Donc, C'est le j'ai but, vraiment c'est cool. j'ai hâte qu'on échange ensemble. Alors, moi, je m'appelle Aline. Je suis coach business pour les entrepreneurs, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs par des accompagnements individuels à développer leur business, développer leur chiffre d'affaires, résoudre leurs problèmes, trouver plus de clients, enfin, tout type de problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Voilà ce que je fais. Ok, top, top, merci. Et moi aussi, je suis super content de t'avoir parce que bon, là, tu as fait une présentation qui résume ce que tu fais, mais je trouve que tu as beaucoup de particularités en fait. Et à un moment, je sais que j'écoutais beaucoup tes podcasts, donc du coup, c'est ça que j'aurais envie de creuser avec toi. Mais on va commencer à la surface du lac, on va dire, puis après, on va aller en profondeur. Prépare les Et bouteilles d'oxygène. c'est clair. Et déjà, voilà, j'aime bien aussi la touche que tu apportes. Et tu vois, j'ai une petite question. Même si on ne va pas être scolaire. Mais j'aimerais commencer par le commencement et en fait, avant même les compétences, les savoir-faire, parce que toi, tu mets beaucoup ça en avant et tu fais plein de petits tutos, tu fais plein d'articles là-dessus. Pour toi, en fait, c'est quoi les traits ou les savoir-être ou les attitudes même en tant que personne qui sont primordiales pour réussir en business ou dans son business, dans sa définition d'un business qui a du succès? Les attitudes Ouais. primordiales pour réussir en business? Mm. Alors, je vais te faire ma réponse, mais évidemment, c'est ma vision. Je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Ma vision, c'est qu'il faut aimer le risque, première chose. On ne peut pas avoir besoin de la sécurité d'un salariat et vouloir être entrepreneur. C'est incompatible. Donc, D'accord. aimer le risque, aimer les échecs, en tout cas ne pas avoir peur de l'échec, accepter d'échouer, accepter de faire plein de tests et que tout ne marche pas. Et la positivité à toute épreuve. Parce que si tu n'arrives pas à garder le moral, personne ne va le garder pour toi. Donc, C'est clair. clairement, voilà. Ok, merci. Et justement, quand tu parles de ces traits-là et que tu parles de la positivité à toute épreuve et du fait de prendre des risques, tu vois, d'être prêt à échouer, c'est quoi pour toi échouer en fait? Tu le vis comment échouer? Parce que c'est vrai que c'est un truc qui bloque énormément de personnes. Et pour toi, comment tu le vis cet échec? Comment tu le transmutes entre guillemets? Alors, ma vision de l'échec, c'est de faire un truc qui ne fonctionne pas. Ça, pour moi, c'est un échec, tu vois. Alors après, il y a tous les gens qui disent oui, mais c'est pas un échec tant que tu n'as pas abandonné, blablabla. Enfin, pour moi, quand j'essaye un truc et que ça ne marche pas, je suis désolée, ça a échoué. Et D'accord. je passe à autre chose. Mais justement, moi, je vois pas l'échec et je ne le vis pas comme quelque chose de négatif. Je le vis juste comme Mm. ce qu'il est, c'est-à-dire un truc qui n'a pas fonctionné et c'est pas grave et c'est normal, c'est partie de la vie, etc. Donc je passe à autre chose. Et je me rappelle souvent cette citation de Edison qui a inventé l'ampoule au bout de, je ne sais pas, je vais dire un nombre bif, mais genre 8500 fois, et qui a dit, écoute, j'ai trouvé 8499 façons de ne pas inventer l'ampoule. Et moi, je me dis à chaque fois, OK, j'ai trouvé une manière de ne pas arriver à communiquer, de ne pas arriver à faire un podcast. Et je me dis juste que voilà, c'était un test. J'ai répondu D'accord, à ta c'est très question. intéressant. C'est très intéressant. Ouais, super. Parce que justement, il y a plusieurs notions et toi, ta notion d'échec est intéressante. Pour toi, l'échec existe, c'est un test. Mais justement, qu'est-ce qui se cache de façon sous-jacente, je vais y arriver, là-dessous? Parce qu'en fait, d'accord, c'est des tests, mais justement, tu mentionnais Edison. S'il y a 8000 essais avant de réussir quelque chose, ou même 20 hein, ou 3, qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu as envie de persévérer? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est un test, ou alors c'est grave, mais c'est un test et je rebondis derrière? Mais je pense avant tout, il y a le goût du challenge, le goût du jeu, le goût d'atteindre ses objectifs, donc un petit côté compétitif avec soi-même. Et ce qui bloque beaucoup de gens dans l'échec, parce qu'il y a aussi un truc sous-jacent là-dessus, c'est le jugement des autres. En fait, ce qui fait vraiment peur aux gens, c'est pas d'échouer, c'est le jugement que les autres vont porter sur eux parce qu'ils n'auront pas réussi. Et que je pense que quand on arrive à juste analyser l'échec pour ce qu'il est, c'est-à-dire un test qui n'a pas réussi, tout de suite, les choses reprennent leur vraie place. Alors, juste place. Et pareil, tu vois, genre aux États-Unis, l'échec, c'est quelque chose de complètement normal. Et je crois que les chiffres, c'est que les gens, ils démarrent en moyenne 14 entreprises avant de réussir, tu vois.
Alors qu'en France, donc l'échec, c'est quelque chose de complètement normal, c'est désacralisé là-bas. Alors qu'en France, quand tu as démarré une entreprise et qu'elle n'a pas fonctionné, tout de suite, c'est oh là là, qu'il est nul. Et encore une fois, Bonjour on retombe tristesse, sur le ouais. jugement de l'autre. C'est clair. OK, c'est super puissant ce que tu dis. Donc pour toi, en fait, tu le relis aussi au fait de s'affranchir du regard Tout et à de la fait. peur du jugement. OK, OK. Et en fait, selon toi, en quoi un business de rêve, c'est aussi, parce que parfois tu as pu en parler dans tes contenus, une voie de réalisation personnelle, au-delà d'une voie entrepreneuriale ou une voie voilà, où il y a du goût du risque et de la concrétisation où on bâtit? Waouh. Elles sont puissantes tes questions aussi, hein. Euh, Ben, je dirais que déjà, généralement, quand on se lance dans le business, donc on a parlé du goût du challenge et tout, mais c'est aussi parce que ça nous apporte un style de vie et une manière de vivre dont on a besoin pour se réaliser en tant qu'être humain. Donc en fait, c'est un cheminement qui se fait en parallèle. On a beau dire, on n'est pas, toi, tu n'es pas ton business n'est pas toi, blabla, mais c'est quand même un cheminement humain et un cheminement professionnel qui se construit en parallèle. Donc, ton business t'apporte un style de vie et t'apporte une maturité, t'apporte un épanouissement que tu ne pourrais pas trouver autrement. Donc, c'est pour ça que c'est aussi hyper intéressant et que, en fait, quand on parle de construire son business de rêve, généralement, on parle de construire la personne de rêve qu'on a envie de devenir. D'accord, c'est intéressant. Et justement, toi, vu que tu fais le chemin comme ça, tu parles beaucoup de business de rêve, donc ça veut dire qu'il y a aussi un style de vie et une vie rêvée. Toi, Mhm. qu'est-ce qui t'a animé en premier? Parce que tu dis que souvent, pour toi, entre guillemets, l'entrepreneuriat, c'est une passion et que c'est plus qu'un métier, en fait. Et je résonne beaucoup avec ça parce que c'est vrai que je peux penser pareil. Mais du coup, toi, comment est-ce que ça a commencé cette quête? Est-ce que ça a commencé en Euh, toi ou… Bon, ça a commencé en moi, ça a commencé aussi le fait que, comme j'avais une maman salariée et un papa, enfin j'ai toujours, hein, ils sont toujours vivants, mais j'ai une mère salariée et un père entrepreneur, on m'a toujours proposé ces devoirs, on les a toujours placés sur un D'accord. même piédestal, tu vois. Donc ça a toujours Hmm. été une solution pour moi. Et ce qui m'a fait choisir l'entrepreneuriat, c'est le besoin de liberté, de contrôler absolument tout ce que je fais, de faire très bêtement, comme une gamine, de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et la deuxième chose, c'est aussi l'espèce de prestige qu'il y a autour du fait de se réaliser soi-même, d'inventer sa propre voie, d'inventer son propre métier. Moi, je suis quelqu'un, même encore aujourd'hui, je fonctionne beaucoup par rapport à l'image que les gens peuvent avoir de moi, pour tout ce que ça apporte de négatif et de positif d'ailleurs. Mais j'ai besoin d'avoir cette espèce de reconnaissance extérieure, et le fait d'être entrepreneur et de dire je suis à mon compte, c'est les gens qui font waouh comme ça. C'est quelque chose qui résonne avec moi et qui m'accomplit, qui m'épanouit, quoi. D'accord, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que tu es décomplexé, et que tu avoues que tu as besoin de cette reconnaissance-là, qui est pas forcément le cas chez tous les entrepreneurs qui vont te dire: «Bah oui, mais c'est parce que c'est ma voie de cœur, c'est ma mission de vie». Alors que toi, tu es complètement OK avec le fait de voir que pour te réaliser, tu as aussi, ce besoin dans la société d'avoir cette part qui te revient, en fait. Ouais, c'est quelque chose, ça n'a pas toujours été comme ça évidemment, mais aujourd'hui je suis très claire avec ça parce que je sais que ça fait partie de mes traits de personnalité. Évidemment, je ne fais pas ça que pour la reconnaissance, ce serait pas sain, mais je sais que la personnalité de Aline Bartoli, c'est qu'elle a besoin que les gens, c'est pas l'admirent, mais qu'elle a besoin que les gens reconnaissent en elle quelqu'un qui a réussi. Et le fait d'apprivoiser ce genre de besoin, de le reconnaître et d'assumer, je pense que c'est aussi ce fameux cheminement vers ta vie de rêve, et du coup pouvoir dire, bah voilà, vu que je sais que j'ai besoin de ça, qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'obtenir? OK, OK, c'est intéressant et justement, du coup, avant de sauter sur l'autre question, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment toi tu relis la connaissance de soi ou la connaissance de toi du coup pour le cas et en fait ton évolution dans le business? Mais c'est un truc que tu fais en parallèle, encore une fois, c'est le cheminement parallèle qui se fait, où toi, tu vas beaucoup travailler sur ton développement personnel en business parce que c'est nécessaire, primordial, et c'est quelque chose que tu vas même faire de manière inconsciente, parce que quand tu es en business, tu es seul à défendre tes prix, tu es seul à négocier avec tes clients, tu es seul à devoir parler devant une communauté si tu veux construire une communauté, tu es seul à devoir imaginer des produits. Donc tout ça, ça te demande des efforts de développement personnel sur te connaître toi, t'assumer, te défendre, avoir confiance en toi, avoir confiance en tes tarifs, avoir confiance en ton produit, apprendre à gérer peut-être les retours négatifs de ton audience ou les commentaires des trolls. Donc, en fait, C'est clair. mais malgré toi, en fait, tu te construis et tu te développes d'un point de vue dev perso. C'est inévitable. Et quand ça, tu l'as compris et que tu décides on va dire, d'enfoncer les portes ouvertes et de te dire, bah, à partir du moment où c'est un passage obligatoire, autant que je prenne les devants
et que je fasse ce travail sur moi-même, sachant que ça va servir mon business puissance 10 000. Donc voilà. OK, OK, c'est super intéressant et justement pour qu'on remonte encore un tout petit peu avant, toi ça t'est venu comment? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou ça a été plutôt naturel de commencer à te passionner pour ce qui te passionne, c'est-à-dire le fait de créer l'entrepreneuriat? Est-ce que tu l'as entre guillemets, comme certaines personnes disent, «trouvé» ou alors ça t'est tombé dessus ou alors ça a été vraiment un truc progressif, tu as tenté, tu as fait un peu de choses, puis tu t'es dit: «Tiens, c'est génial». Alors, tu veux savoir si j'ai choisi l'entrepreneuriat? Alors, attends, reformule ta question, s'il te Pas de plaît. souci. En fait, est-ce que l'entrepreneuriat, ça t'est tombé dessus? Ça a été vraiment un truc qui t'est tombé dessus? Est-ce que ça a été un processus ou plus c'est, en fait, avec l'expérience de vie que tu t'es dit: «Waouh, c'est ça que je veux faire en fait, je veux être aux commandes, je veux créer» C'est l'expérience de vie depuis que j'ai 3 ans. En fait, et tu t'en rappelles? ouais, non, en fait, je me rappelle très bien parce que quand on était en maternelle, D'accord, je raconte OK. toujours cette histoire. Quand j'étais en maternelle, la maîtresse d'école, elle disait: «Vous voulez faire quoi plus tard?» Et moi, je disais toujours: «Chef d'entreprise». Je ne savais pas quelle OK. entreprise, je ne savais pas comment ni pourquoi, mais je savais que je voulais être chef d'entreprise. Donc plus tard, j'ai appris que ça s'appelait l'entrepreneuriat, mais je me suis jamais posé la question du salariat, en fait. C'était toujours une évidence pour moi. OK. Donc on peut dire que tu es direct relié à ta mission de vie et que tu as pas Mmh. eu plus que ça, besoin de le développer. Mais une question que j'aimerais te poser, c'est qu'à un moment, tu faisais aussi de la retouche photo Ouais, et qu'après tu es passé au fait d'être business coach. oui. Et tu parles parfois, tu sais, de trouver son alignement, comment toi, en fait, ce déclic t'est venu? Qu'est-ce qui, à l'intérieur, en fait, a commencé à s'animer? Comment tu l'as reconnu? Et du coup, comment tu as fait ce saut-là? C'est quand même un saut, en fait, même si c'est d'un entrepreneuriat à un autre, c'est différent. Comment ça s'est passé en toi, ça? Hem, il y a 2 choses qui se sont passées. Donc il y a on va dire une concrète et une beaucoup plus, profonde au niveau du sens, de la connexion à l'univers, de ce que tu veux. Donc le concret, le concret, c'est que j'avais démarré par plein de concours de circonstances, le blog The Bee Boost, qui à la base devait être D'accord. juste être un blog qui m'occupait pendant les week-ends, pendant que je ne savais pas trop quoi faire, parce que je venais de rompre d'une longue relation, parce que du coup, je ne savais pas comment m'occuper maintenant que j'avais plus de mec à entretenir au quotidien, tu vois. Enfin, ça m'a D'accord. libéré beaucoup de temps, le fait d'être célibataire, et puis je me suis un peu réfugiée dans le travail. Donc, j'ai The Bee Boost qui est né de ça, d'une volonté de partager tout ce que je savais sur l'entrepreneuriat, parce que je voyais des choses au quotidien que je trouvais hallucinantes, des gens qui échouaient juste parce qu'il leur manquait quelques infos que moi j'avais. Donc, concrètement, j'ai mis ce blog-là en place. Ce blog-là s'est développé, et ce blog-là m'a donné la possibilité de passer à temps plein dessus. Et à ce moment-là, j'ai le deuxième facteur qui est rentré en jeu, c'est que j'adorais mon métier de retoucheuse photo, j'adorais mon indépendance en tant que freelance, j'avais tout ce que je voulais, j'avais un super niveau de vie, mais il y avait un petit truc qui me titille au fond, qui était, bon, aujourd'hui tu vis de ton activité, tu as à peu près accompli ton objectif d'être libre, mais il y avait un manque de sens dans ce que je faisais d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire retoucher des photos pour vendre du parfum, manipuler l'image de la femme, renforcer des complexes chez les plus jeunes par la D'accord. manipulation de l'image. Je ne me sentais pas alignée avec ça. J'adorais la technique, j'adorais l'univers, j'adorais la réalisation artistique, etc. Le sens qu'il y avait derrière ça me La dérangeait. finalité. Ouais. Voilà. OK. Donc, quand tu as le côté pratique du blog d'entrepreneuriat qui décolle et la réticence à participer à ma manière, à ma petite sauce, à une société de consommation que justement je n'apprécie pas forcément dans ce sens-là, bah voilà, l'un dans l'autre, ça a été le déclic suffisant d'un côté pour me faire passer à temps plein sur l'hypnose de l'autre. OK, c'est super intéressant ça. Ça veut dire que tu t'es vraiment basé sur le sens et quelle est pour toi la place, du sens, de la valeur ou même tu as parlé du mot alignement dans l'entrepreneuriat? Et qu'est-ce qui manque si ça y est pas? Ce qui peut être le cas de beaucoup d'entrepreneurs en fait qui galèrent tout simplement pas parce qu'ils sont mauvais, mais peut-être qu'ils sont pas au bon endroit. Ouais, bah, ça me parle beaucoup parce que j'ai vécu des expériences comme celle-ci. Je pense que quand on commence dans l'entrepreneuriat au début, clairement, on n'en a rien à faire de ça, tu vois. On a juste envie d'être libre, on a juste envie de faire ce qu'on veut et on a juste envie de gagner notre vie comme ça. Donc, si au début, on ne se préoccupe pas de ces questions, c'est pas grave. Mais je pense que c'est quelque chose qui vient après parce qu'on se rend compte très vite, une fois qu'on gagne notre vie et qu'on commence à développer notre business, on va dire qu'une fois que les besoins primaires sont couverts par notre entrepreneuriat, là, on va avoir cette recherche de sens. On va commencer à se dire, bah, OK, je gagne ma vie. Pourquoi est-ce que je suis toujours pas aussi heureux que je l'imaginais, tu vois? Qu'est-ce Mmh. qui me manque? Et c'est à ce moment-là, on se commence à se dire, bah, je suis peut-être pas à ma place, je suis peut-être pas totalement alignée, je sais peut-être pas ce que je veux. Et c'est là où on commence à se poser des questions plus profondes, celles qui sont celles de la vision, du sens, de l'alignement, etc.
D'accord. Enfin, selon ta vision des choses, en fait. Voilà, selon ma perception Ouais, des choses et mon vécu aussi. d'accord, c'est intéressant. OK. Moi, j'avais pu chercher les 2 et c'est vrai que c'était assez galère de faire les 2 en même temps, d'en vivre, la partie très concrète et la partie, sens. Mais c'est vrai que parfois, il y a des gens, c'est que le sens, mais du coup, ils n'arrivent pas à en vivre et c'est très intéressant de voir comment, ce mix-là, il se fait et tu mentionnes aussi que tu es un peu, alors, est-ce que je vais arriver, dyslexique que je suis, à prononcer ce mot, workaholic C'est et parfait. c'est bon et en fait, toi, quel est ton rapport en fait au fait de travailler? Parce que travail, ça peut être tout et ça peut être travailler pour l'entrepreneuriat, mais travailler tout le temps. Moi, je suis un peu comme ça aussi, mais quelle est la place pour toi de la non-productivité ou du fait de ne pas être productif? Est-ce que ça peut être productif de rien faire pour toi? Ouais, oui, bah, oui, totalement. Enfin, tu qu'à voir quand, c'est quand tu es sous la douche et que tu fous rien que tu as des meilleures idées et c'est quand tu es en train de t'endormir le soir que tu as des idées qui te popent dans la tête et là tu te dis: «Mais pourquoi j'ai pas mon téléphone à côté de Fais moi?» chier, il me tu faut mon vois? carnet, ouais. Exactement. «Ouais, je m'en souviendrai demain», puis le lendemain, tu oublies tout. Mais, donc effectivement, je pense que c'est essentiel d'avoir des moments où tu fais rien. Après ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que moi, j'ai du mal à ne rien faire. Beaucoup, Mmh. beaucoup de mal. Donc, on peut expliquer ça de plein de manières. Mais effectivement, ce que je dis beaucoup, et je pense que c'est d'autant plus pertinent dans le contexte actuel, c'est qu'il faut aussi savoir s'écouter. C'est pas parce que tout le monde dit qu'il faut être productif qu'il faut penser qu'on va être productif tout le temps. Il faut comprendre que la productivité, ça va, ça vient. La motivation, ça va, ça vient. Et qu'il n'y a pas une espèce de syndrome de la performance où il faut être toujours productif et toujours motivé parce que ça n'existe pas et que c'est pas humain. C'est clair, c'est pas Donc, humain, non. clairement. Donc, si tu es dans une période où tu as besoin de bosser juste 2 heures par jour et que le reste du temps, tu te fous la paix, mais fais-le. Et peut-être que 6 semaines, 7 semaines après, tu vas rentrer dans une période où pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, tu vas être hyper productif sans comprendre pourquoi. Et là, tu en profites pour avancer à fond. Et il faut s'écouter, il faut s'adapter à soi-même, quoi. Eh ben génial, tu as répondu à ma prochaine question. Ah, j'adore. Non, c'est juste génial parce que pour moi, c'est quelque chose qui me passionne, tu sais, cette notion d'équilibre. Et qu'il y a des gens qui croient que l'équilibre, c'est tous les jours 9h-17h, 9h-17h. Et je voulais justement savoir quel est ton sens de l'équilibre et je l'ai eu. Et en fait, c'est, tu sais, le livre The One Thing qui parle de ça, Oui. qui fait que le principe, c'est pas l'équilibre ou la balance, c'est contrebalancer tout le temps. Et que en fait, justement, pour être à fond, bah, parfois, tu vas travailler 15 heures par jour, ça peut vraiment arriver. Et il y a d'autres fois, tu vas travailler 2 heures par jour et ça va tourner aussi bien. Mais comment, quand on adore travailler, moi en tout cas, c'est un sujet qui me touche beaucoup, on peut s'enlever, selon toi, de cette culpabilité de ne pas travailler, du coup, Bah, et vivre heureux, en fait? après, j'ai envie de dire, si tu adores travailler, tu trouveras toujours des trucs à faire, quoi. Mais après, si tu sens. Enfin, c'est un peu compliqué comme question parce que si tu adores travailler, tu trouves de quoi faire. Mais après, la question, c'est si tu as l'impression que tu dois travailler, que tu te forces à travailler alors que ton corps ou ta productivité te dit non, tu vois. C'est plus ça, ouais. Ouais, bah dans ce cas-là, c'est pas toi qui adore travailler, c'est toi qui te fous la pression pour travailler alors que tout dans ta tête et dans ton corps te dit stop. Mmh. Et dans ce cas-là, OK, il faut repérer ces moments-là et passer par la case acceptation. OK, OK. Et justement, tu dis souvent que dans ces périodes-là, tu es ultra productive. Mais tu arrives à rester en fait, à l'essentiel. Toi, tu as aussi le mot d'ordre de l'efficacité, de la simplicité et je Ah trouve ouais. ça juste génial. Mais justement, comment tu fais dans ces périodes où tu as beaucoup à faire pour, tous les jours ou je sais pas, faire des checkpoints et de savoir: «Hop, je reviens à mon essentiel, c'est ça qui est important, c'est ça qui permet d'aller au plus simple». C'est quoi un peu ta méthode ou ton état d'esprit pour aller vers ça? Hem, bon, déjà, j'ai une organisation un peu carrée. Donc, c'est-à-dire que ma semaine est découpée de manière très spécifique. Tu veux que je rentre dans les détails ou pas? Comme tu veux, comme tu le sens. Bon, en gros, ma semaine est découpée. Genre, je sais que ah, bah attends, C'est la petite livraison? pause. Pas de souci. Pause livraison en zone de Allez, confinement. je laisse tourner ou Je vais en pas? profiter pour oui, oui, je vais en profiter pour prendre un petit thé. On fera un petit clap et hop. Ouais, ouais, de toute façon, j'ai laissé tourner les deux. Donc, même une fois que ce sera calé. OK, Enfin, OK. Tu pourras me voir, phaser au montage. ouais, puis moi, tu vas m'entendre parler au livreur et ranger mes courses et D'accord. m'énerver contre mon congèle parce qu'il ferme pas, tu sais? OK. Ça pourrait faire un bon off. OK et du coup, clac, alors en fait, du coup, on était, avant cette petite pause, on était en train de parler, de revenir, en fait, au centre. Donc, détaillé ou non d'ailleurs, hein, mais très rapidement, en fait, comment toi tu fais justement, que ce soit scientifiquement ou même, intérieurement, dans ta tête pour, quand il y a beaucoup à faire, à
t'aligner en fait sur les essentiels en fait, pour pas en fait te disperser dans tous les sens et être noyé, ce qui peut arriver en fait quand on a beaucoup de choses à produire. Qui peut arriver très vite quand Mmh. on ne se rend pas compte. Alors très simplement, je prépare ma to-do list la veille ou le matin très tôt, des choses qu'il faut que je fasse dans la journée et je me définis 3 priorités. Je me dis: «C'est quoi les actions prioritaires d'aujourd'hui qu'il faut qu'elles soient faites à la fin de la journée?» et ces actions-là deviennent mes priorités. Après, il peut y avoir plein de trucs autour, mais je sais que si ces trucs-là sont pas faits, c'est pas grave. Elles seront faites si j'ai le temps après. Mais donc voilà, je recentre mes priorités à chaque fois. OK, OK, c'est top. Mais en fait, ce truc-là, il est souvent dit, mais en fait, il est super puissant. Je pense qu'on a tous une façon de le faire. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais tout le temps, je faisais ça le soir sur mon carnet pour préparer un peu mon subconscient et je trouvais que ça marchait très bien. Le matin, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'étais direct dans les clous et je mettais un petit post-it avec mes 3 bullet points et sur mon Mmh. téléphone, quoi. Et du coup, bah, en fait, à chaque fois que je prenais mon téléphone, je le voyais et ce qui disait que pareil, je pouvais pas me disperser et aller faire autre chose tant que ça, c'était pas fait. En tout cas, je me le permettais pas. Et ça, pour les gens qui écoutent, c'est vraiment un truc super puissant si tu le mets en application. Et après, encore une fois, il n'y a pas de méthode qui marche. Il faut trouver ce qui marche pour toi. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que souvent, toi, tu reviens aux choses simples. Et en fait, il faut juste prendre un truc simple et tu l'adaptes à ce que toi, tu kiffes. Et là, généralement, ça peut te permettre, pas besoin d'une méthode ou d'un carnet. Moi, j'ai essayé. Et parfois, c'est pas forcément ce qui marche le mieux, en fait, parce que ça te perd dans Mmh des mh. process qui sont trop compliqués, en fait, alors que tu as besoin d'un truc simple. Voilà, un carnet, 3 priorités, et puis tu y vas. Ah, je te jure, j'ai lu le film, La méthode Get Things Done là de, la Ah, pas fameuse du tout, méthode moi. d'organisation et tout, et je te jure, j'ai arrêté à la moitié. Je dis: «C'est pas possible, rien que de mettre en C'est place la méthode trop, d'organisation, ça c'est te prend trop, tout ton temps, quoi». c'est clair. Donc Mmh. donc ouais, effectivement, garder les choses simples, garder les priorités en tête et effectivement, moi, j'aime beaucoup tout simplifier dans le business. Je simplifie au maximum. Même là, j'essaye de partir à long terme sur du monoproduit, un mono-accompagnement. Enfin, voilà. Parce que je pense que c'est dans la simplicité qu'on devient efficace et excellent sur une chose euh, spécifiquement et pas sur plein de trucs en même temps, quoi. Je suis d'accord. Et pour le vivre, parce que je vis une transition, c'est vrai que en fait, quand tu es entrepreneur, si tu as que 5 cibles à viser, forcément, bah, tu divises tout le temps ta journée, ta semaine en 5, Mhm. ton temps de cerveau en 5. Tu dois trop plonger dans un projet différent, ce qui fait que c'est très, très compliqué. Alors que quand tu es en mode, bon, bah, c'est ça. Voilà. Il y a peut-être des variantes selon les personnes, mais j'ai un canal, j'ai une autoroute où je mets tout dedans. C'est clair que là, en fait, tu vis des niveaux de flow de productivité et en plus de résultats qui sont complètement différents. Qui ont rien à Donc, c'est voir. vrai que simplicité et puis une chose sur laquelle je me concentre. OK. Et je voyais aussi que tu disais que quand tu étais petite, tu voulais être danseuse, mais que tu avais pas d'équilibre ou de coordination ou que c'était pas Bah, trop toujours ça. pas. Et ben J'essaye des fois, mais non, ça marche ouais, pas. ça marche pas? Toujours pas? Non, Mais du toujours coup, pas. ça m'a fait marrer que tu le mettes et surtout, je me suis dit: «Ah OK, mais ça physiquement, mais en fait, au final, dans ton business, justement, tu sais jouer avec l'équilibre, tu sais jouer avec la coordination» et quel genre de danseuse d'activité, de danseuse dans ton business tu es, du coup? Si tu avais un style un peu de danse classique, rock, Euh, je pense que ce serait un mix entre du classique et du hip-hop, tu vois. D'accord. OK, Ouais, ça veut le dire qu'il y classique a pour des le périodes, côté plus, classique pour le côté droit et carré, le hip-hop pour le côté énergie et accessibilité. Voilà. OK, OK. Et aussi, tu mets souvent quand même tes business, mais tu as ce côté-là, et oh, on ne va pas non plus être avec un col à cravate comme ça et pas rigoler, tu vois? Joie et bonne humeur. Et selon toi, comment mêler ce côté que tu as quand même? Tu es ultra carré en fait, ça se ressent, tu es ultra carré, tu as le côté adulte responsable, mais tu as le côté tu t'amuses. Même quand on lit tes articles, on sent que tu t'amuses, ça te fait marrer quand tu écris ou quand tu fais ce que tu fais, même quand tu coaches, je pense. Oui. Et comment tu arrives à mêler ce côté, bah, j'ai un enfant intérieur, je m'amuse, mais en même temps je suis carré? Parce que ça, franchement, je trouve que c'est subtil et je trouve que tu arrives bien à le faire. Quel est ton, entre guillemets, c'est naturel ça ou tu essayes vraiment de balancer entre les deux? Bah, c'est naturel, oui et non. J'ai toujours eu ce côté très joyeux, très bonne humeur, sauf qu'il a été mis en berne pendant 15 ans. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à retrouver. Et après, c'est aussi quelque chose, quand j'ai vu que ça plaisait et que ça résonnait avec les personnes en face, que j'ai intensifié. Voilà, donc ça, c'est la première idée. Et après, pour arriver à balancer entre le côté carré et le côté un peu foufou, rigole, bonne humeur, etc., ben, en fait, il n'y a pas de balance parce que l'un ne va pas contrarier l'autre. Tu vois? Là, tu mets les deux en contraire. Si tu dis qu'il faut être un enfant pour s'amuser et qu'il faut être un adulte pour être carré, effectivement, là, ça devient antinomique. Mais en soi, il n'y a rien qui t'empêche d'être très sérieux et de rigoler et de le faire en rigolant, tu vois.
C'est clair, c'est clair. Bah, moi, en fait, je considère juste qu'on est des personnes, tu sais, on est comme une boule à facettes. Donc, en fait, tu as autant un enfant qu'un adulte. C'est juste que, bah, faut dire à l'adulte d'être là pour quand même, tu vois, gérer Mhm. ton activité et puis parfois de se lâcher. Mais c'est intéressant de savoir, toi, comment tu te positionnes. Et tu disais que toi, tu l'avais mis en berne, cet enfant intérieur. Et je trouve que moi, c'est un perso, parce que j'adore m'amuser. Et avant d'être entrepreneur, j'ai eu la chance de travailler pour des entrepreneurs, des gens vraiment atypiques. Et parfois, on ne sait pas du tout l'image qu'on se fait d'un entrepreneur, hein. Parfois, on faisait un truc super sérieux sur vraiment un produit sérieux, mais par contre, nous, dans le back-office, on se marrait, on était des enfants dans un laboratoire. Et toi, comment tu as réactivé ça? Pourquoi d'ailleurs tu as ressenti le fait que tu devais le réactiver? C'était quoi le cheminement par rapport à ça? Et qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? C'est un peu ça Bah, les le cheminement, questions. c'était la séparation avec mon ex, quand j'ai compris que Ouais. on n'était plus obligé de se couler dans un moule dans lequel Mm. je me forçais à rentrer depuis la crise d'adolescence où il faut surtout pas dépasser du moule, tu vois. Et en fait, j'avais oublié de réactiver ça à l'âge adulte. Et donc, quand je me D'accord. suis retrouvée toute seule face à moi-même, après ma séparation, je me suis dit, bon, bah, pour la première fois de ta vie, Aline, la première fois depuis mes 14 ans que j'étais célibataire, parce que j'étais quelqu'un qui enchaînait beaucoup les relations, qui avait Mm. besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie à qui se raccrocher, qui n'arrivait pas à vivre toute seule. Donc, je me suis retrouvée face à face avec moi-même dans le miroir. Et je me suis dit, Aline, tu veux devenir qui maintenant? Et quelle image tu veux renvoyer et tout. Et je me suis dit, bah, écoute, t'étais comme ça avant. Cette personne-là, elle est toujours en toi. Vas-y, éclate-toi, quoi. OK, OK, c'est intéressant et par rapport à ça, c'était pas, prévu comme question, mais je m'adapte toujours, quel est, c'est un truc que je vois beaucoup aussi. Quel est ton rapport entre être un entrepreneur accompli et accepter la solitude? Oh, j'adore la solitude. Ah mais moi aussi, c'est pour ça donc qu'est-ce que ça te fait, en fait? Qu'est-ce que ça te permet cette solitude que, bah, en fait, si tu étais tout le temps entouré de gens, que tu pourrais peut-être moins faire, en fait, au final? Mais alors, je suis persuadée que dans la vie, attends, je meurs, j'arrive. Pas de souci. Je suis persuadée que dans la vie, tu as deux types de personnes. Tu as des personnes introverties et des personnes extraverties. Les personnes introverties, elles se ressourcent quand elles sont seules. Elles se ressourcent quand elles sont avec elles-mêmes. Et les personnes extraverties, et ça ne veut pas dire que les introvertis n'aiment pas être dans la foule, mais ça veut dire qu'être avec d'autres Ça gens, les ils vont vide. kiffer, Ouais. mais ça va leur prendre de l'énergie. Et la solitude, ça va leur en donner. Et les extravertis, à contrario, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas être seuls, mais ça veut dire qu'être seul, ça leur prend de l'énergie. Et être avec des autres, ça leur en donne. Donc moi, je sais que je suis une introvertie dans le sens où être seule, ça me redonne mon énergie, ça me permet de me recentrer sur moi-même, de me réécouter, de savoir de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, de mieux travailler, d'être plus créative. Alors j'adore être extravertie, j'adore échanger avec des gens, j'adore être avec plein de monde, mais ça me prend de l'énergie. Et j'ai besoin de ces moments-là pour me ressourcer. OK, c'est vrai, ça c'est bien que tu le précises, c'est que voilà, ça dépend aussi des types de personnalités Mm, effectivement mm. et que quand tu es un entrepreneur, ça faut vraiment le savoir en fait, pour savoir si tu as besoin, bah, de retrouver avec d'autres gens pour être nourri de l'intérieur et garder ton feu. Exactement. Ou si tu es un peu plus un entrepreneur où tu as besoin de moments ermites et que tu peux pas travailler tout le temps en coworking. Moi, je sais, par exemple, pour moi, ça ne marche pas parce que je Mm, le mm. suis et du coup, sinon ça me vide, je suis à raplapla. J'ai besoin de me mettre dans ma loge tout seul, de créer et après de retourner avec les gens. Donc, c'est bien que tu fasses, enfin, c'est intéressant que tu fasses le distinguo. Et dernière question avant de passer à la deuxième partie. Je sais que forcément, tu le vois en définition avec tous les clients avec qui tu travailles, mais pour toi, c'est quoi ou qu'est-ce que ça permet, on en a parlé un petit peu au début, donc on va boucler la boucle, un business de rêve? À quoi ça se rattache un business de rêve? Donc mon business de rêve à moi ou de manière générale le business de rêve de quelqu'un? On va dire, parce que ça sera personnel et les gens qui voudront plus vont aller forcément travailler avec toi, mais quelle est toi ta vision de ce business de rêve? Euh, Bah, mon business de rêve, c'est le business qui me donne le style de vie et le niveau de bonheur auquel j'aspire. Donc, c'est un business qui m'apporte beaucoup d'argent. C'est un business qui me permet d'être en contact avec un maximum de personnes. Je ne me vois pas faire des trucs. Moi, je ne suis pas du tout l'entrepreneur qui a envie. Il y en a qui, je respecte ça, c'est normal. Mais je n'ai pas du tout envie de rester derrière mon ordi toute ma vie, tu vois. Donc, quand j'imagine à 10 Normal. ans, moi, je vois des séminaires, je vois des Mmh. workshops, mais il y a des gens qui ont envie juste d'avoir un business qui fonctionnent en automatique pour qu'ils puissent faire Oui. autre chose de leur vie, être avec leur famille, leurs enfants, etc. Donc, encore une fois, leur business de rêve, c'est aligné avec toi. C'est quoi ta définition du bonheur? Et donc, moi, c'est un business qui m'apporte beaucoup d'argent, qui me permet de voyager en business class sur Emirates, parce que ça, c'est mon rêve de petite Ah oui, fille. Ouais, c'est très, OK. très spécifique, qui me permet de rencontrer beaucoup de monde, qui me permet d'avoir, on en parlait tout à l'heure, un certain niveau de reconnaissance en tant qu'experte par les autres.
et d'avoir ce sentiment d'accomplissement que j'ai besoin d'éprouver, quoi. Ok, c'est top, c'est super spécifique, tu es ultra au clair avec. Et Ouais. si la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que tu es au clair. C'est pour ça d'ailleurs que tu réussis bien, parce que c'est un élément qui manque à beaucoup, je pense, d'entrepreneurs. Et aussi, tu acceptes tes ambitions, je vais dire tes émotions. Parce que ça, c'est Assumer, aussi ouais. un truc que je vois beaucoup. Parce qu'en fait, si tu les assumes pas, comment veux-tu aller vers ce que tu veux vraiment, vu qu'en fait, tu te dis, non, c'est un peu trop pour moi, donc moi, je vais prendre une petite part, je vais prendre la première classe en pas Emirates. Mais Alors qu'en fait, c'est de c'est ce que tu veux vraiment, l'auto-sabotage quoi. après, hein. Tu tombes dans Ouais. l'auto-sabotage. Si tu n'assumes pas tes ambitions, quelles qu'elles soient, voilà. Parce que tu as ce côté assumé, alors que c'est vrai qu'en France, par exemple, tu parles d'argent. Toi, tu le dis, tu es totalement OK et ça paraît normal quand tu as des ambitions que ça soit lié à un outil qu'est l'argent pour se le permettre. Mais il y a encore beaucoup de gens, encore plus en France, je trouve, qui ont ce blocage-là, Mmh mh. en fait, et que du coup, forcément, ça devient beaucoup plus dur derrière d'aller chercher ce que tu veux, vu que tu n'oses même pas regarder en face ce que tu veux ou te le permettre à l'intérieur. Et les gens vont se dire, mais c'est bizarre, je comprends pas, dans mon business, ça décolle pas. Bah oui, mais bon, il faut Tu déjà te déjà dire pas au à l'intérieur. oui, ça décolle pas, mais le truc, c'est que si tu sais pas la manière dont tu veux le faire décoller, effectivement, ça va pas aller très loin, en fait, tu vois? Hmm. Et ça serait ma dernière question avant de passer du coup, parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne, cette histoire du monde intérieur. Moi, c'est encore différent de toi parce que j'accompagne vraiment justement des profils très spécifiques. Mais pour toi, quelle est la part du monde intérieur, en fait, de toutes ces choses-là qui sont, on pourrait presque dire parfois, c'est entre guillemets que du développement personnel, mais quelle est cette part-là, en fait, justement, de déblocage, de développement à l'intérieur de l'être, que ce soit émotionnel, physique ou mental, dans l'entrepreneuriat? Primordial. J'en avais pas conscience au début quand, je me suis lancée, mais aujourd'hui, je ne fonctionne qu'avec mon instinct. Qu'avec mon instinct, ma voix intérieure, que ce soit pour, mes futures offres, pour fixer mes tarifs, pour, même quand tu coaches des gens, tu écoutes ta voix intérieure parce que ton intuition va détecter des choses que ta tête ne va pas détecter et ton cœur détecte des choses, des micro-réactions chez l'autre. Alors après, vous appelez ça de la PNL, vous appelez ça de l'instinct, vous appelez ça l'univers comme vous voulez. Mais enfin, je trouve que la boussole intérieure, pour moi, ça a été mon meilleur guide jusqu'ici. Et plus je l'écoute, plus j'ai des beaux résultats. Donc pour moi, c'est importance primordiale. Génial, j'adore ce terme en plus de boussole intérieure, donc tu le sors sans que j'en parle, c'est top. Et donc voilà, toi, tu te laisses beaucoup guider. Et je rebondirai juste là-dessus pour finir, parce que c'est super intéressant, c'est que tu es quelqu'un de très concret, très concrète du coup en tant qu'entrepreneur, et pourtant, tu as ce gros côté intuitif. Mmh mh. Et en fait, tu te bases, en fait, tu consolides ton business sur la partie physique, tout en te basant vraiment sur une écoute très claire de ton monde intérieur et en suivant en permanence en fait ce que ça te dit, peu importe en fait, oui mais ça se fait pas, mais ça c'est pas la bonne technique. Non, toi tu te dis non, c'est ça le ressenti, je suis. Beh, j'analyse mon ressenti et une fois que je l'ai, je dis: «OK, c'est quoi les manières pratiques de mettre ça, de réaliser ça, quoi?» D'accord. OK. OK. Je kiffe. Je kiffe parce que c'est non, mais c'est rare de voir les 2 parties, en fait, de voir l'alliance du, il y a le monde intérieur, il y a le côté intuitif et le côté: «Ouais, mais maintenant je le concrétise, en fait, direct» et c'est top d'avoir les 2 et c'est un peu ce concept-là que j'ai des il y a les rêveurs et il y a des gens qui bâtissent et il y a les rêveurs bâtisseurs. Les gens qui sont, tu sais, au milieu et qui arrivent à prendre le rêve, la vision et mais la mettre dans la réalité en même temps. Voilà, juste pour le le Mais petit ajout j'aime de beaucoup, passionné. rêveur bâtisseur. J'aime beaucoup cette notion. OK et du coup, on va j'arrive à parler, dans la voyage alchimique. Donc là, ça va être un peu plus entre guillemets, partir au toi, en fait, des choses qui te concernent un peu plus toi et la première question, c'est que tu disais que petite, tu voulais aussi être, décoratrice d'intérieur et du coup, ma question, c'est je trouve ça top